Ah Vanessa. Merci beaucoup Valérie. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. C'est encore la confusion en Égypte. Nous sommes maintenant à 5 semaines du premier tour de la présidentielle qui aura lieu les 23 et 24 mai. 10 candidats sur 23 ont vu leur candidature refusée par la commission électorale. Rerat El-Chater des frères musulmans est exclu, tout comme Omar Suleiman, l'ancien chef des renseignements, proche d'Hosni Moubarak, ou encore Abou Ismaël, le chef des salafistes. Alors s'agit-il d'une décision politique? À qui va-t-elle profiter? Les islamistes face à l'armée? Qui va gagner la partie? Eh bien, les cartes sont aujourd'hui redistribuées pour cette présidentielle. Et on en parle ce soir avec Mahmoud Ismaël. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre culturel égyptien à Paris depuis 12 ans maintenant. Nous sommes également avec Ahmed Habib. Bonsoir. Vous êtes membre des étudiants égyptiens en France. Vous avez soutenu le mouvement de la place Tahrir et vous êtes également avocat au barreau du Caire. Avec nous en direct du Caire, de la capitale égyptienne, Mona Makram Ebeid. Vous êtes ancienne députée, membre du conseil consultatif civil auprès des forces armées au pouvoir. Vous êtes membre de l'Assemblée constituante, assemblée dont vous avez démissionné en raison notamment de la domination des islamistes dans cette Assemblée constituante. Vous nous direz pourquoi vous avez démissionné. Et vous êtes également professeur de sciences politiques à l'université américaine du Caire. Et puis avec nous Ahmed El-Kei. Bonsoir, vous êtes le directeur adjoint du pôle arabophone France 24 RFI. Vous êtes un spécialiste de l'Égypte. Alors avant de commencer ce débat, voici ceux qui se sont fait éliminer de cette présidentielle et ceux qui sont toujours en lice. On fait le point avec Cécile Galluccio. La commission électorale a confirmé 10 candidatures sur les 23 sont définitivement écartées. Parmi les disqualifiés, Omar Suleiman, ancien chef du renseignement et brièvement vice-président de Hosni Moubarak. La commission a estimé qu'il n'avait pas obtenu le nombre suffisant de signatures dans l'une des 15 provinces. Mais l'équipe du proche de l'ancien Raïs rectifie, Suleiman, a rassemblé bien au-delà des 30 000 signatures nécessaires. Autre candidat mis sur la touche, le salafiste Azem Abou Ismaël. Raison invoquée, la nationalité de sa mère, qui depuis 2006 posséderait un passeport américain. Rerat El-Chater, le candidat des frères musulmans, est lui aussi exclu de la course. Prisonnier politique sous le régime Moubarak, il n'est sorti qu'en mars 2011. Or la loi est claire, toute personne ayant été condamnée doit attendre 6 ans avant de retrouver ses droits civiques. Avec ces 3 favoris mis sur la touche, les cartes sont redistribuées et le champ est libre pour d'autres prétendants. Parmi eux, l'ancien chef de la Ligue arabe, Amer Moussa, et le dernier chef du gouvernement de Hosni Moubarak, Ahmad Shafik. Les frères musulmans, eux, avaient anticipé la décision en présentant un candidat alternatif, Mohamed Morsi. La confrérie islamiste, première force politique du pays, reste donc dans la course. Et on part tout de suite au Caire, on retrouve Mona Makram Ebeid. Bonsoir. Première question, est-ce que les raisons invoquées pour exclure ces candidats, est-ce que ces raisons tiennent la route ou est-ce qu'il s'agit d'une décision politique selon vous? Évidemment, c'est une décision politique. La commission a lancé un fameux pavé dans la mer électorale et nous voyons que c'est un extraordinaire tour de passe-passe plutôt. Et l'idée était comment se débarrasser de ces encombrants islamistes. On a avancé justement le chef des services secrets, et ce qui a causé un effroi dans les rangs des vainqueurs, surtout après les récentes élections législatives, où tout le monde a fait un front uni face à ces intrus. Un genre de bras de fer s'est tenu, mais aujourd'hui, pour couvrir ces errements, disons, et ils ont mis ensemble 10 autres, c'est-à-dire 7 autres candidats ont fait partie de la liste sortante. L'irruption sur la scène publique des représentants d'une caste que personne ne connaissait et qui n'a pas connu vraiment de liberté avant cela, donne lieu à des errements que nous pouvons probablement accepter tant qu'ils ne sont pas sanglants. Mais ce dont on s'inquiète aujourd'hui, c'est que ces violences peuvent être sanglantes à l'avenir. Mona Makram Ebeid, mais si je vous entends bien, donc il s'agit d'un tour de passe-passe pour éliminer la candidature de Rerat El-Chater, c'est ce que vous nous dites ?
Chater et Abou Smaïl surtout. Mais il en reste un. Il reste Mohamed Morsi. Les islamistes avaient prévu, les frères musulmans d'une certaine manière, l'élimination de la candidature de Rerat al-Chater. Aujourd'hui, il reste Mohamed Morsi. C'est un réserviste et il n'a pas la même popularité que Chater. Et donc, il ne présente pas beaucoup d'intérêt. Si le champ politique reste comme il est, la compétition se fera entre l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe et Amer Moussa. Amr Moussa et un ancien de la confrérie, donc Dr Abmenem Abou-Foutour, qui a une grande popularité parmi plusieurs secteurs de la société. On va reparler évidemment de cette candidature d'Amer Moussa et de Foutou Abdel Foutou, qui est on le dit pour nos téléspectateurs, qui est un islamiste modéré qui a été exclu du mouvement des frères musulmans. Ahmed Elki, je voudrais que vous nous expliquiez bien les choses. Donc la commission électorale a exclu donc 10 candidatures et des candidatures de poids. On le rappelle pour nos téléspectateurs, la candidature des frères musulmans Rerat el-Chater, Omar Suleiman, l'ancien chef des renseignements. Alors tout d'abord, est-ce que les règles qui sont édictées par cette commission électorale, est-ce que c'est des règles qui datent de la période d'Hosni Moubarak ou c'est des règles qui ont été édictées après la chute d'Hosni Moubarak? Qu'on comprenne bien un peu ce qui se passe. Il y a toutes les règles concernant les signatures, le fait d'obtenir 30 000 signatures dans les différents gouvernorats d'Égypte. Il y a le soutien d'un certain nombre de parlementaires. Ces règles sont récentes. Il y a les règles liées aux condamnations pénales, le fait d'avoir été emprisonné et ne pas pouvoir se présenter aux élections, évidemment, ce sont des lois antérieures. Le fait est que pour tous les Égyptiens, il ne semble pas évident, comme le dit Madame Ebed, qu'il y ait un tour de passe-passe. Il y a eu plusieurs commentaires, plusieurs analyses qui ont mis en avant la crédibilité de la commission électorale, qui a osé, pour une fois, éliminer justement un certain nombre de candidats sur le fondement du respect des conditions qui ont été présentées, même si certaines d'entre elles sont... Mais c'est quand même étonnant, parce que vous regardez par exemple Rerat el-Chater, il a été 6 ans emprisonné sous l'ère d'Hosni Moubarak, et aujourd'hui on lui dit vous pouvez pas vous présenter parce que vous avez été emprisonné et qu'il faut un certain nombre d'années avant de retrouver ses droits civiques. Alors que c'était sous l'ère Moubarak qu'il était... Oui, tout ce qui s'est passé sous l'ère Moubarak n'est pas effacé d'un trait, il n'a pas fait table rase de toutes les lois de l'ère Moubarak. Il y a des lois qui sont en vigueur et qui sont appliquées. Alors on pourra peut-être les supprimer plus tard, mais là la question de l'emprisonnement, et dans son cas c'était des questions de blanchiment, des questions de corruption, donc ce sont des cas graves. C'est pas parce que c'était un opposant politique. C'est pour ça que la réaction immédiate d'une majorité d'Égyptiens n'a pas été de dire quelle injustice, la commission est manipulée. Au contraire. Mais Abou Ismaël, c'est pas une injustice, sa mère est de nationalité américaine. C'est une règle en Égypte de longue date. Elle peut encore une fois, je vous le dis, être modifiée, que les parents du candidat doivent être égyptiens, qu'il doit être marié à une égyptienne. Donc ce sont des règles qui existent. Après, il peut y avoir eu falsification de papier. On peut prouver dans quelque temps que la nationalité américaine de sa mère n'est pas avérée, mais la règle est que un Égyptien, comme c'est le cas d'ailleurs aux États-Unis, un candidat ne peut pas être né en dehors du sol américain. Eh bien, en Égypte, il ne peut pas avoir une famille avec une nationalité étrangère. Donc, si je vous entends bien, ça tient la route. Il y a des règles. La commission électorale. Je dis pas que ça tient la route. Alors, le deuxième point concernait la manipulation possible. Je dis qu'il y a des règles, qu'elles ont été présentées au grand public comme telles, et que c'est sur le fondement de ces règles qu'ont été prises les décisions, et que la rue égyptienne ne parle pas tout de suite de manipulation. Le fait est que quand on analyse les choses, on voit l'apparition sur la scène de Omar Suleiman, le chef des services de renseignement. Elle est un peu bizarre. Le fait que lui, qui maîtrisait quand même, qui a un certain maillage sur le territoire égyptien, n'ait pas pu, ou ait fait l'erreur de ne pas avoir 1000 signatures dans un des gouvernorats en Égypte est un peu étonnant. On s'imagine qu'il a quand même un certain nombre de collaborateurs qui connaissent très bien les règles, pour certains d'entre eux avoir participé à leur élaboration. Et donc le fait qu'ils n'obtiennent pas les signatures nécessaires pour se présenter à la présidence est un peu étonnant et pourrait laisser penser à une manipulation politique, c'est-à-dire finalement on met la personnalité en avant qui a été le tortionnaire des frères musulmans pendant des années, qui les a mis en prison, qui les a combattus. On leur dit attention, si vous n'avez pas respecté les règles, vous avez dit que vous ne vous présenteriez pas aux élections présidentielles, que vous vous contenteriez du Parlement, de la Chambre des députés, eh bien vous vous êtes présenté, on vous sort notre jouet qui est lui, vous connaissez très bien, qui peut sortir des dossiers, qui a tous les dossiers sur tout le monde. Alors faites attention. Et puis après, on a eu ce jeu-là, mais un jeu avec des lois qui existent. C'est pas un jeu sur des fondements qui n'existent pas, comme tout jeu politique.
Mahmoud Ismail, est-ce que vous partagez l'avis tout d'abord de Mona Makram-Ebeid qui dit finalement c'est un tour de passe-passe, une manière d'éliminer donc le principal candidat Rerat El-Chater, ou est-ce que vous êtes d'accord avec En fait, Ahmed El-Kidi depuis plus que peut-être 7 ou 8 mois maintenant, on est en train d'émettre des hypothèses et de conspiration et des accords entre les frères musulmans, le conseil militaire, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des fondements sur tout ça? En fait, les politiciens ou les gens du Sciences Po, ils sont capables d'analyser certains aspects, mais on n'est pas dans les salles de réunion secrètes qui se passent, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Moi, j'analyse en fait sur les faits, sur ce qui se passe devant moi. Si on regarde, c'est que tout le monde a perdu d'une certaine manière. L'armée a perdu Omar Suleiman et les frères musulmans ont perdu Rerat El-Chater. Je doute même que l'armée a joué avec Omar Suleiman. Oui, l'armée joue avec Omar Suleiman. Je doute qu'Omar Suleiman était le candidat de l'armée, mais il y a une chose très importante. En fait, c'est ce que Ahmed El-Kidi a bien présenté. En fait, on est dans le problème de mi-chemin. Qu'est-ce que ça veut dire mi-chemin? C'est une révolution, mais qui s'est contentée de s'arrêter à mi-chemin. N'importe quelle vraie révolution dans l'histoire du monde, elle a fait effacer le passé pour commencer une vie meilleure, une vie nouvelle. Le peuple égyptien, avec son histoire, avec le poids de 40 ans, 60 ans, si on veut dire, de gouvernance unique, il a préféré le juste milieu. Ça veut dire, voilà, on a évincé un régime et on va se mettre d'accord sur le futur. En fait, c'est ça le problème. On a des choses qui viennent de temps antérieurs, du temps de Moubarak, d'autres choses à cette époque-là. On est en train de faire en fait des coudre des tissus anciens avec des tissus modernes, et ça ramène, sauf un peu à un désordre. C'est le cas actuel. La confusion. La confusion. Ahmed Habib, vous avez quel est votre sentiment? Vous pensez que c'est une décision politique, et aujourd'hui, à qui ça profite, cette décision? En fait, je serais d'accord avec M. Ismail qu'on est à mi-chemin de la révolution. Cela ne veut pas dire en fait que la révolution s'est arrêtée. La révolution est toujours là. C'est ce qui explique les mouvements qui sont toujours là, les manifestations qui auront lieu le vendredi prochain, 20 avril, et tout ça. J'expliquerai en fait peut-être ce qui se passe, les décisions, que c'est une stratégie du Conseil supérieur des forces armées, pas très compréhensible pour le moment. Mais quelle stratégie? Mais quand on voit en fait que il n'y a pas de transparence dans les décisions, même s'ils sont fondés sur des lois qui ont été votées soit avant la révolution, soit après la révolution, ils n'ont pas présenté les documents qui prouvent, par exemple, que Monsieur Ismail, sa mère était américaine, ou elle était américaine. Ils n'ont pas présenté les problèmes juridiques qui concernent M. El-Chater. Il y a des nuances, mais il n'y a pas quelque chose de clair. Ce que vous voulez nous dire, c'est que cette commission électorale, par exemple, n'était pas indépendante? En fait, quand on voit... Qu'elle dépend de l'armée aujourd'hui? C'est pas exactement ça, mais quand on voit la constitution de cette commission électorale, on trouve par exemple à la tête de la commission un juge qui est la tête de la Cour constitutionnelle égyptienne, qui a été nommé par Moubarak. Parce qu'en fait, la Cour constitutionnelle égyptienne, la tête de la Cour constitutionnelle égyptienne, sous la loi, doit être nommée par le président de la République, ce qui fait qu'il a été nommé par Moubarak. Et en plus, il était juge dans les tribunaux militaires. Alors tout ça peut expliquer d'une manière ou d'une autre ce qui se passe en Égypte, et que c'est pas aussi transparent que ça. Ahmed Key, est-ce que vous pensez que ce qui se passe en ce moment peut déboucher sur une crise politique? Est-ce qu'il peut y avoir une deuxième révolution finalement en Égypte? Ce soir, les partisans d'Abou Ismaël font un sit-in devant la commission électorale dans la banlieue du Caire. Rerat El-Chater a appelé nouveau ses partisans à des manifestations place Tahrir. Est-ce que ça peut déboucher à nouveau sur une crise majeure en Égypte? Il y a des contestations qui vont avoir lieu de la part de tous les supporters des candidats qui ont été évincés, et c'est tout à fait normal. En même temps, il y a, me semble-t-il, quand même une politique de recherche du consensus. Les frères musulmans et les salafistes sont au pouvoir, même si c'est le Conseil militaire, suprême militaire qui dirige, à travers le Parlement. Les Égyptiens ont pu les voir au quotidien à la télévision. Les séances du Parlement
sont diffusés en direct. Ils ont pu voir quelqu'un, par exemple, qui s'est levé et qui a commencé à faire l'annonce ou l'appel à la prière en plein Parlement, en pleine Assemblée nationale. Ils ont vu que finalement, ça ne changeait pas tellement. Et donc, il y a eu quand même, de la part d'un certain nombre d'Égyptiens, qui auraient pu à un moment adhérer à ce nouvel élan, à cette nouveauté, en donnant la caution de la proximité avec Dieu, donc d'une certaine transparence, du fait qu'ils puissent être éloignés de la corruption. Ils voient que leur candidat a été emprisonné pour corruption, blanchiment d'argent. Ils voient qu'il n'y a pas de résultat tangible. Et donc, ils se disent finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux chercher la modération et le consensus. Et j'écoutais au moment d'ailleurs j'étais en Égypte il y a quelques jours, outre le fait que le pouvoir joue encore sur les questions de sécurité, que dans les rues, il n'y a pas de policiers. J'ai passé 4 heures pour faire 10 kilomètres dans une voiture, et donc il n'y a pas de policiers dans les rues, il n'y a pas de gens qui peuvent surveiller la circulation. Et en même temps, quand s'est présenté Omar Suleiman, on entendait à la radio, dans les talks, où on demande aux gens, mais pour qui vous allez voter? Et c'est de plus en plus présent sur la bande FM en Égypte. Ils disent, mais oui, on préfère quand même ceux qu'on connaît à ceux qu'on connaît pas du tout, parce que là, depuis quelques mois, ça se passe mal, rien n'a changé. Donc je pense que la commission a suivi cette forme d'appel et s'est dit finalement, cherchons également la modération et une forme de consensus. Nous avons une personne modérée qui est issue des rangs des frères musulmans, la personne d'Abou Foutour qui jouit d'une certaine popularité. Nous avons Amr Moussa qui, même s'il a été proche du régime, a quand même été 10 ans éloigné des arcanes du pouvoir de Moubarak. Et pourquoi pas jouer sur ces deux-là pour essayer de construire quelque chose et d'avoir une phase de transition politique en Égypte. Mona Makram Ebeid, une dernière question avant de faire une pause pour la seconde partie du débat. Certains s'inquiètent aujourd'hui et affirment bien que l'armée justement chercherait peut-être la confusion pour se maintenir au pouvoir en Égypte. Je pense que le prix est beaucoup trop élevé pour pouvoir faire ce genre de suggestions. L'armée est au pouvoir, elle tiendra toujours les rênes du pouvoir, même si elle n'est pas au devant de la scène politique. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, je crois que c'est dans l'intérêt et de l'armée et de la société libérale et intellectuelle finalement, d'arriver à ce genre de consensus, surtout que la popularité des islamistes a été assez écornée dernièrement et qu'on pourrait peut-être arriver à soutenir un des candidats s'il le fallait, par exemple, si les partis laïcs ou les partis non islamistes, libéraux et nationalistes pouvaient se ranger derrière un certain candidat, eh ben, alors on pourrait peut-être faire la balance. Je ne diminue pas de la popularité de Dr Abou Foutour, mais il est quand même vu, même s'il est modéré, mais c'est toujours un membre de la confrérie. Vous restez avec nous, Mona Makram Ebeid, vous aussi. On va faire une petite pause avant de reprendre notre débat consacré ce soir à l'Égypte. Alors, la popularité des islamistes est-elle écornée, comme le prétend Mona Makram Ebeid, déjà écornée? Eh bien, en tout cas, je vous poserai la question dans la deuxième partie du débat. Et puis, on reviendra sur ceux qui restent en lice dans ce scrutin, que ce soit Abdel Foutour, cet islamiste modéré, que ce soit Amr Moussa, l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe. On parlera donc de tous ces candidats dans la deuxième partie du débat. Tout de suite.